Le DA Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DA Fresh Morning. On est avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour, DA Fresh. Comment tu as passé le week-end? Rien d'intéressant. Non. Comment ça? Pourquoi tu murmures comme ça? On dirait tu es déçu de ton week-end. C'est comment? C'est ton week-end à toi, oui, Jean-Paul. Mais... Tu ne peux t'en prendre qu'à toi-même. Non, j'ai pas dit que j'ai passé un mauvais week-end. J'ai passé un week-end normal. C'est quoi un week-end normal, en famille, avec ses amis, avec ses proches. Un week-end en famille peut être mauvais? Avec ses proches, voilà quoi. On fait ce qu'on fait d'habitude. Non, tu n'es pas sérieux, je te jure. Voilà. Alors, l'actualité internationale nous emmène où? On va essayer de décortiquer la visite, la tournée du président chinois Xi Jinping en Europe, tournée qui commence aujourd'hui avec une visite d'État en France. Ensuite, il se rendra en Serbie et en Hongrie. Il faut bien comprendre que cette visite, qui est quand même la première depuis 5 ans, la dernière fois que Xi Jinping s'était rendu en Europe, c'était en 2019, donc ça datait d'avant la période Covid. Et donc, il entame cette visite-là pour d'abord essayer de, renouer les liens politiques avec l'Europe, parce que ces liens se sont un peu dégradés en raison du soutien affiché de la Chine, par la Chine à la Russie, dans la guerre. Elle ne soutient pas la Russie dans sa guerre, mais disons que le soutien, le raffermissement des relations économiques permet à la Russie de tenir face aux sanctions économiques imposées par les pays occidentaux. Donc ça, c'est la première chose. Donc ces relations politiques-là, c'était un peu dégradé. Et donc, il vient pour essayer de renouer des liens, mais surtout, il vient pour des questions économiques. Des questions économiques dans un environnement où les tensions avec les États-Unis se sont encore durcies sur ce plan-là. Et donc, l'Europe qui reste quand même la deuxième économie, le deuxième marché d'exportation de la Chine. Xi Jinping se dit qu'il faut essayer, puisque les choses se dégradent avec les États-Unis, il faut donc essayer de relancer les choses en Europe, là où ça avait plus ou moins stagné et là où même des fois il y a des tensions aussi, notamment on l'a vu avec la multiplication de certaines enquêtes déclenchées par le Parlement européen envers certaines entreprises chinoises, le fait aussi que l'Union européenne reproche à la Chine de fermer son marché aux entreprises européennes, alors que l'Europe a largement ouvert son marché intérieur à la Chine, et donc elle reproche donc cette situation-là, et menace même, elle aussi, à son tour, de fermer le marché européen aux entreprises chinoises. Et donc, c'est un peu dans ce contexte-là, et il faut savoir que l'Union européenne et la Chine sont interdépendants d'un point de vue économique, particulièrement en ce moment. Parce que, pourquoi? Écoute, la Chine, elle a eu 5,3% de croissance l'année passée. Ça peut paraître énorme, mais c'est très très peu pour la Chine, qui a besoin d'une croissance à environ 6-7% minimum pour pouvoir véritablement faire tourner à plein régime son économie. Et donc, quand on a un niveau de croissance qui est en deçà de 5% ou qui est à 5%, ça cause de gros problèmes, notamment sur le plan intérieur. Donc, la Chine a une croissance qui a faibli et qui continue de faiblir. Il faut savoir que pour l'année 2024, la Chine espère avoir un taux de croissance qui tourne aux alentours de 5,6%, mais le FMI table sur 4,9%, et même l'Union européenne table plutôt sur les 4,2%. Donc, ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que le ralentissement de l'économie chinoise se poursuit. Et ça, évidemment, c'est un peu inquiétant pour les Européens, étant donné le poids économique mondial que représente la Chine. Donc ça, c'est la première chose. Et dans le même contexte aussi, les choses ne sont pas meilleures au sein de l'Union européenne. Il faut savoir que le moteur économique de l'Europe, qui est l'Allemagne est en récession pour la première fois de son histoire depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc ça, et si l'Allemagne est en récession, la France, elle aussi touche sur le plan économique. Et donc c'est un peu toute l'Europe qui pâtit de cette situation-là. Et donc, on l'a vu lors de la visite d'Olaf Scholz à Pékin, c'était il y a quelques semaines. Olaf Scholz est allé justement discuter avec les autorités chinoises de deux questions. D'abord, du volet économique pour essayer
de faire jouer une concurrence loyale, notamment sur le marché des voitures électriques, parce qu'il faut savoir que le premier marché d'exportation pour les automobiles allemandes, c'est la Chine. Or, aujourd'hui, les marques chinoises, notamment sur les véhicules électriques, qui sont les véhicules pour le moment qui sont les plus rentables, les véhicules allemands ont du mal à faire face à la concurrence chinoise parce que derrière, il y a des subventions qui sont prioritairement accordées aux Chinois qui achètent des véhicules de marque chinoise. Donc, tout ça fait que dans ce contexte-là, le ralentissement des deux économies, même si, comme je l'ai dit, la situation en Europe est un peu plus compliquée que ça, néanmoins, les deux parties reconnaissent qu'elles ont besoin l'une de l'autre pour essayer de se sortir de ce mauvais pas-là. Et donc, Xi Jinping vient dans ce cadre-là, et c'est la raison pour laquelle, lors de la visite d'État, lors de la rencontre qui aura lieu aujourd'hui à l'Élysée avec son homologue français Emmanuel Macron, il y aura la présence d'Ursula von der Leyen, donc la présidente de la Commission européenne, pour évidemment parler au nom de l'Europe avec la Chine. Et donc, en dehors de ce passage en France, Xi Jinping va se rendre également en Serbie. En Serbie, ce sera dans les Balkans. Hein. Les gens se disent, mais pourquoi est-ce qu'ils vont dans les Balkans ? Dans le cadre des nouvelles routes de la soie, la Chine a énormément investi dans ces pays-là, notamment en Serbie, notamment dans les infrastructures routières. La nouvelle route de la soie que la Chine est en train de... Bon, c'est pas la route de la soie, mais ils essayent de prendre l'exemple. Oui. Est-ce que c'est un chemin de fer ou bien c'est une route bitumée ? Non, c'est un méga projet. J'ai vu un documentaire, mais j'ai pas bien identifié l'infrastructure. Non, ce sont toutes les infrastructures, que ce soit routières, portuaires, aéroportuaires, d'accord, ferroviaires, maritimes, fluviales, tout ce qui peut concourir à permettre à la Chine d'exporter un maximum, favoriser les échanges à travers le monde. Donc, ils ont ciblé plusieurs pays sur tous les continents. Est-ce que géographiquement, c'est possible de faire une route de la Chine jusqu'en Europe? Oui, ça dépend de la route. Est-ce que c'est une route maritime? Les bateaux, oui. Est-ce que c'est une route aérienne? Oui, elles existent déjà. Reste maintenant à entrer dans l'Europe un peu profond. C'est la raison pour laquelle, par exemple, la Chine a énormément investi dans le cadre des nouvelles routes de la soie dans des pays comme la Serbie. Donc ça, évidemment, il va, pour venir, si tu veux, consolider cette relation, la place qu'occupe la Serbie dans ce grand échiquier des nouvelles routes de la soie qu'elle est en train de mettre en place. Et puis aussi, il y a la Hongrie. La Hongrie qui est quand même le pays d'Europe le plus proche de la Russie. Donc, il partage au moins cette proximité-là avec elle, c'est-à-dire la proximité avec Moscou. Et la Hongrie aussi qui est considérée comme étant un peu le mouton noir des 27 de l'Europe. Il faut savoir que la Hongrie n'a jamais appliqué les sanctions contre la Russie. La Hongrie n'a jamais cessé d'acheter du pétrole et du gaz russe. Et la Hongrie n'a jamais livré d'armes à l'Ukraine. Donc, c'est quand même... la Hongrie est quand même à part dans l'ensemble des 27 de l'Union européenne. Est-ce à cause de cette position particulière de la Hongrie que Xi Jinping a décidé de passer par là? Évidemment, on le saura à l'issue de cette rencontre-là. Mais il faut bien comprendre que cette visite d'État en Europe, qui est la première depuis 5 ans pour Xi Jinping, vient d'abord pour essayer de relancer, si tu veux, les relations économiques qui sont plus ou moins tendues avec l'Europe, même si les tensions ne sont pas au même niveau que celles avec les États-Unis, mais néanmoins, il y a un début de tension. Et ça peut être particulièrement inquiétant pour la Chine, parce que la Chine a besoin du marché européen pour continuer à pouvoir exporter massivement ses produits et ses services. Et l'Union européenne aussi a besoin du marché intérieur chinois pour essayer d'écouler également leurs produits. Il faut savoir qu'en 2023, la Chine et l'Union européenne ont échangé pour plus de 500 milliards de marchandises, même si le déficit est largement en faveur de la Chine. Mais néanmoins, les Européens veulent soit essayer de rattraper ce retard-là, puisqu'ils ont perdu tout avantage comparatif qu'ils avaient vis-à-vis de la Chine, notamment sur le plan technologique. La Chine est l'un des leaders mondiaux sur l'acquisition de métaux rares, sur la fabrication de batteries électriques, de panneaux photovoltaïques. Et donc, dans les domaines très, très pointus, la Chine joue les premiers rôles. Et donc, l'Europe, qui est consciente de ce retard-là, est en train maintenant de travailler pour essayer non peut-être pas rattraper, mais essayer de diminuer cet écart technologique entre la Chine et elle. Et donc, pour cela doit aussi passer par
non seulement les négociations avec le gouvernement chinois pour permettre justement aux entreprises européennes de vendre et d'exporter plus sur le marché chinois, et aussi dans un deuxième temps, continuer à travailler pour essayer de produire, de vendre des produits qui soient autant en termes de qualité, autant voire meilleurs que les produits chinois, parce que là, dans ce domaine-là, vous prenez la voiture électrique, on le dit, les voitures électriques chinoises, d'un point de vue technologique, sont meilleures que les voitures européennes. Et puis, deuxièmement, également, essayer de vendre sur le marché chinois. Et pour cela, il faudrait que le gouvernement chinois lève un certain nombre d'avantages, notamment des subventions qui sont accordées prioritairement aux véhicules de marque chinoise. Et donc, c'est dans ce contexte-là, comme je l'ai dit, que Xi Jinping donc, entame cette tournée européenne. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans l'Uda Fresh Morning, qui revenait donc sur la visite du président chinois du côté de l'Europe. Jean-Paul, la situation à Gaza, c'est désolant là, les images sur France 24 ce matin. Mais la situation est désolante depuis toujours. Ouais, même avant le 7 octobre, la situation était difficile. Donc tu penses que la presse ne voulait pas nous montrer certaines images? Non, c'est-à-dire, il faut savoir que jusqu'à présent, pour que les journalistes aient accès à la bande de Gaza, il fallait passer par Israël. Et uniquement, c'était Tsahal qui organisait, si tu veux, les circuits de la presse. Donc, c'était toujours les mêmes images qu'on voyait. Il y a quelques chaînes qui passaient, notamment par l'Égypte, mais ça, c'était vraiment au compte-gouttes pour avoir véritablement des images de la réalité profonde de Gaza. On avait toujours à peu près les mêmes images, celles où les populations se battent pour survivre, pour avoir un peu à manger, se battent pour essayer de se construire un abri. Mais en réalité, on n'avait pas une idée de la réalité de la situation sanitaire. Il faut savoir que sur la dizaine d'hôpitaux qu'il y a à Gaza, il y en a 8 qui ont été détruits totalement. Et donc, les 2 ou 3 autres qui sont fonctionnels à moins de 20% de leur capacité. Donc ça, c'est la première chose. La situation sanitaire s'est fortement dégradée. Il y a des risques. D'abord, il y a un risque de famine il y a déjà une famine installée au nord de la bande de Gaza, et il y a un risque que cette famine-là aille vers maintenant le sud du pays. Ça, c'est la première chose. Crise sanitaire, crise alimentaire, et puis la troisième crise, c'est une véritable crise humanitaire, parce que les Gazaouis vivent un véritable enfer aux yeux de la communauté internationale. Il faut savoir que jusqu'à présent, l'ensemble des résolutions qui ont été déposées au niveau du Conseil de sécurité et qui visaient à demander un cessez-le-feu immédiat et un accès à l'aide humanitaire pour les populations gazaouis a toujours été bloqué par les États-Unis. Et donc, tout ça fait qu'on est dans une situation où à la fois totalement inédite, parce qu'on n'a jamais vu un tel niveau de dégradation et dans un pays pour lequel la communauté internationale est incapable de s'entendre pour trouver une solution. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'en dépit des pressions exercées par les États-Unis, notamment sur le gouvernement israélien, et les pressions qataries et égyptiennes exercées avec l'Iran, exercées sur le Hamas, on ne parvient toujours pas à un accord. Pourquoi ? Pour des raisons purement politiciennes. Pour Benjamin Netanyahou, comme je l'ai expliqué ici, il est englué dans tellement de problèmes qu'il s'accroche véritablement à ce conflit-là pour tenter de rester au pouvoir, de bénéficier de l'immunité qui est liée avec la fonction de Premier ministre et pour ne pas avoir à rendre compte à la justice. La même chose pour le Hamas. Le Hamas sait qu'une normalisation avec Israël mettrait fin à son discours idéologique et tournerait et ferait que aussi, si on met un terme, si on négocie un cessez-le-feu avec la libération des otages, il n'aurait plus aussi des moyens de pression sur l'opinion publique israélienne. Donc on est un peu dans une espèce de jeu de dupes qui est en train de se faire, aussi bien entre Israéliens que Gazaouis, mais ce jeu de dupes-là, la première victime, ce sont les populations civiles des deux côtés. Merci Jean-Paul. Les élections sont finies au Togo? Oui. Comme annoncé provisoirement, il faut savoir que la commission électorale indépendante a annoncé quelques chiffres provisoires, disant que sur les 113 députés, postes de députés qui étaient en lice, le parti UNIR, qui est le parti au pouvoir, le parti de Faure Gnassingbé, aurait raflé sur 113, ils auraient raflé 108. Voilà, donc ce qui ferait que l'opposition n'aurait que 5 postes. Donc,
à ce rythme-là, eh ben, évidemment, l'opposition a crié à la fraude et malheureusement, on ne peut pas lui donner totalement tort, tant ce scrutin aura été fermé d'un point de vue médiatique, d'un point de vue de la transparence. Il n'y a pas eu d'observateurs aussi bien étrangers que nationaux, parce que l'Église catholique togolaise voulait déployer des observateurs, chose que le gouvernement a refusée. Donc, faute d'avoir eu une élection véritablement transparente, eh ben, les soupçons de fraude ne peuvent qu'être renforcés. Mais cela ne va rien changer à l'issue de ce scrutin, puisque toutes manifestations ont été interdites. Et donc, on s'achemine vers une nouvelle victoire du Parti Unir. Maintenant, on verra ce que ça va donner par la suite. Est-ce que le président Faure va décider de rester président de la République et donc rester à un poste purement honorifique et laisser la totalité de la gestion du pouvoir au Premier ministre, parce que c'est ce que prévoit la nouvelle Constitution, puisque le Togo bascule maintenant dans une démocratie, dans un régime parlementaire, ou bien il va décider de laisser le poste de président de la République à un membre de son parti et lui-même prendre la présidence du Conseil de gouvernement. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. On est avec Jean-Paul pour l'actualité internationale ce matin dans le Da Fresh Morning. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.